Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une troisième saison de Sens Public. Vous le voyez dans un tout nouveau décor. On est très heureux et fiers de l'inaugurer pour toutes les émissions de la chaîne. Un nouveau décor plus chaleureux, plus modulable, plus ouvert sur le monde aussi avec ses écrans XXL. Nouvel écran donc, mais une promesse qui ne change pas. Elle est d'ailleurs contenue, vous le savez, dans le titre de l'émission. Sens Public, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Avec l'actualité politique pour commencer, une première année de conflits et d'impasse pour Emmanuel Macron dans la rue et au Parlement. Le président veut donner un nouveau souffle à son quinquennat. Il multiplie les initiatives. On va les analyser avec nos experts. On se penchera aussi sur la rentrée du parti LR. Les Républicains, lui aussi, en quête d'espace politique. Ce sera notre premier débat. Et puis dans 3 quarts d'heure, on se posera cette question. Sommes-nous condamnés à l'effacement de la France en Afrique après 2 coups d'État successifs au Niger et au Gabon qui rallongent la liste des putschs qui ont frappé les pays francophones depuis 2 ans? C'est la question de notre second débat avec, c'est aussi l'actualité, le nouveau président de transition au Gabon qui prêtait serment aujourd'hui. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi. Un nouveau pouvoir au Gabon et au Niger, avec quelles conséquences pour les intérêts français? Quelle place la Russie et la Chine sont-elles en train de prendre sur le continent africain? Et puis aussi, qui lutte aujourd'hui contre les djihadistes? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, ces 2 mots, planification écologique. C'était une promesse du candidat Macron pour sa réélection. 1 an après, on devrait enfin savoir si l'ambition sera à la hauteur des enjeux. Jonathan Dupriez. C'était une promesse de campagne du candidat Macron en 2022, élaborer une feuille de route pour la planification écologique. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. En charge du dossier, Elisabeth Borne a précisé les objectifs chiffrés du plan. Réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et ce, d'ici à 2030. Reste à détailler les mesures concrètes à destination des collectivités, particuliers et entreprises. Ce pourrait être le 18 septembre selon le Parisien. Le ministre en charge de la transition écologique s'en félicite dans les colonnes du journal. C'est une première. Aucun pays n'a dit « voilà les engagements que j'ai pris et voilà comment je compte les atteindre ». Sauf que le doute s'est installé sur les ambitions de l'exécutif en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement a reporté maintes fois ses annonces, d'abord percutées par les émeutes urbaines et le remaniement ensuite. Et lors des rencontres de Saint-Denis avec les chefs de partis politiques, Emmanuel Macron n'a pas semblé se presser de remettre le sujet sur la table. On a été déçus parce qu'on a discuté, vous avez remarqué, très longtemps, à peu près 12 heures je pense, et qu'à la sortie, on a créé apparemment beaucoup de groupes de travail, renvoyé à beaucoup de réflexions ultérieures, mais en 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental qu'on a quand même dû batailler pour remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. En cette rentrée politique, le flou persiste sur la volonté réelle du président de la République de mener à bien les immenses chantiers liés au climat. Le chef de l'État ayant choisi d'axer son agenda sur l'éducation nationale. Les nombreuses initiatives politiques d'Emmanuel Macron en cette rentrée, le parti LR, la loi immigration, les questions autour d'un éventuel référendum. Il y a beaucoup de thèmes à aborder dans ce premier débat avec Pascal Perrineau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous accueillir sur ce nouveau plateau, vous qui êtes un habitué de Sens Public comme mes 2 autres invités. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur à Sciences Po Paris. Anne-Charlène Bézina, bienvenue. Bonjour. À vous. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste. Mathieu Souquier, bienvenue et bonsoir. Vous êtes essayiste, co-auteur, je cite encore votre livre 2022, La flambée populiste, chez Plomb et la Fondation Jean Jaurès. Mathieu Croissando. Bienvenue Mathieu, vous retrouvez pour cette 3e saison. Bonsoir à tous. Vous êtes éditorialiste politique. Allez, on commence, il y a plein de thèmes, donc on va essayer de
bien cadrer tout ça, la planification écologique. Pascal Perrineau, moi j'avais un peu l'impression que c'était l'arlésienne de cette première année du second quinquennat. Et vous ? Oui, c'est un peu une arlésienne du second quinquennat, du premier quinquennat. On aurait pu dire ça avant d'ailleurs des quinquennats précédents. C'est quelque chose en effet qui fait l'objet très souvent d'affichage. Et en général, quand on passe aux mesures prises pour, appliquer cette planification écologique de manière précise, c'est là où l'on est un peu déçu. Bien sûr. Et puis c'est là que ça se complique, voilà, parce qu'il faut faire des arbitrages qui, économiquement, peuvent être douloureux. Et c'est là, économiquement, ça peut être douloureux, socialement ça peut être douloureux, parce que souvenons-nous du mouvement des Gilets jaunes, qui naît au fond d'une réaction de couches sociales qui ne supportent pas, la mise en action de la planification écologique. Donc c'est une heure des choix qui est très difficile, surtout à l'heure où on s'interroge beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le débat aujourd'hui, sur le lien des politiques aux différents milieux sociaux, les couches populaires, les couches moyennes, etc. Alors autant c'est un discours, je crois, qui parle assez directement aux couches moyennes, et en particulier aux couches moyennes supérieures. En revanche, dans les couches populaires, quand il s'agit de choisir, eh bien, ce sont les arguments économiques et sociaux, très souvent, qui l'emportent sur les arguments purement écologiques, même si les couches populaires ont une sensibilité, bien sûr, écologique, mais quand ça tape au porte-monnaie, c'est une autre affaire. Qui est en cours. Qui complique évidemment la donne politique. Mathieu Souquier, le ministre Christophe Béchu nous annonce, alors on verra si c'est suivi des faits, d'ici 15 jours, une planification vraiment ambitieuse. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron peut faire de la France, parce que c'est ce qu'il affiche, Christophe Béchu, le pays le plus avancé d'Europe en matière de transformation environnementale ? Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron n'est pas, de nos présidents de la République ou de nos gouvernants, celui qui affiche un habitus, je mets des guillemets au terme, mais un habitus écolo le plus affirmé qui soit. On se souvient qu'il y a quelques temps encore, il dénonçait le modèle Amish, etc. Donc on ne s'attendait pas à ce qu'Emmanuel Macron devienne effectivement le candidat et le président de l'écologie sous son second mandat. Il y a le contexte. Il y a eu le contexte politique de la présidentielle qui a fait que, pour rallier les voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il a dû mettre la planification écologique au cœur de son programme. Et puis il y a le contexte plus global qui fait que quand même, en fait, la crise climatique, nous en percevons quotidiennement, très concrètement, de plus en plus les effets. Et donc à chaque rentrée, après des étés caniculaires, après des incendies de plus en plus forts, de plus en plus intenses, on voit bien que le contexte bouge. Et j'entendais ce que disait Pascal Perrineau, effectivement, toutes les catégories sociales, toutes les classes d'âge n'appréhendent pas le phénomène de la même façon. Il n'empêche que, depuis quelques mois, vous aurez noté que la menace climatique constitue un des deux ressorts principaux du mal-être français. Oui, et puis il y a l'inflation, il y a la question sociale, mais il y a désormais aussi la question environnementale. Mais si on va plus loin, malgré le consensus scientifique, il est partagé partout sur la planète. Il y a encore 8% des Français, selon les derniers sondages, qui ne croient pas au réchauffement, et 25 ou 27% qui disent que c'est pas lié à l'activité humaine. Donc, est-ce que ça peut être un frein à l'ambition d'un politique? Et là, je vais au-delà du cas d'Emmanuel Macron. Aux chiffres que vous évoquez et que je ne conteste pas, j'opposerai ceux qui disent quand même que désormais une majorité de Français considèrent qu'il faut aller plus vite et que le gouvernement ne va pas assez vite. Et je note que dans la société civile, un certain nombre de mouvements, alors activistes radicaux ou même sans penser aux activistes radicaux, on attaque aujourd'hui le gouvernement français pour inaction climatique et on parvient à le faire condamner. Et dernier élément là-dessus, c'est quand même effectivement la première fois qu'on se dote au niveau gouvernemental d'un outil technocratique administratif comme celui-ci. C'est quoi en fait le secrétariat général à la planification écologique? C'est une vingtaine ou une trentaine de technos ultra compétents sur le sujet qui ont vocation à construire les tableaux de bord de la transition environnementale. Alors encore une fois, il y aura peut-être quelque chose de technique et en chambre, mais au moins on se dote d'outils qui sont relativement inédits. Alors on a vu dans le sujet d'ouverture, le président de la République, il aurait pu mettre ce thème sur la table de ces discussions marathon avec les chefs de parti la semaine dernière à Saint-Denis. Vous en pensez quoi de ce nouveau rendez-vous institutionnel, je ne sais pas si on peut appeler ça un rendez-vous institutionnel, mais en tout cas de cette initiative politique du président? Alors la première chose à dire, c'est qu'en effet, elle est tout à fait para-constitutionnelle, para-habituelle sous la Ve République. C'est
tout à fait nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est finalement l'absence de cadre et aussi l'idée que l'opposition ne joue pas un rôle d'opposition dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on essaye de dévenimer complètement. On est dans une discussion qui se veut être dépassionnée par rapport à ce qu'on a pu voir d'une Assemblée nationale un peu violente pendant les débats de la réforme des retraites. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est le président de la République qui s'en charge. Donc un président qui prend un petit peu la place de son Premier ministre, puisque c'est plutôt une rentrée parlementaire au sein des assemblées qui se passent généralement dans ces mois de septembre. Et on voit bien qu'on a ici un peu les paradoxes de Jupiter, c'est-à-dire un président qui à la fois aime décider seul et qui pourtant consulte beaucoup, a beaucoup aussi d'habitudes, de discours plus performatif, avec cette idée de toujours convaincre. Alors, sur la planification écologique, l'idée que ce soit la grande absente de ces discussions, c'est peut-être aussi parce que aussi bien le mot planification que écologie sont remplis en fait de plein de sens, de paradoxes. La planification en droit, c'est quelque chose qui n'est pas censé complètement vous lier, puisque ce sont généralement des objectifs pluriannuels qui sont donnés et on a toujours eu un petit peu de mal à faire de la planification un programme de gouvernement. En matière écologique, est-ce que c'est de l'écologie politique? Est-ce que c'est de l'écologie purement de coloration, on va dire, du discours politique, et est-ce qu'il n'y a pas de mesure derrière? Il y a beaucoup de choses, en fait, qui auraient pu être arbitrées lors de ce moment-là. Donc, l'idée qu'on n'en ait pas parlé, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas complètement sûr de ce qu'il y a derrière cette planification écologique, d'où l'idée aussi que la Première ministre, qui est la première Première ministre attirée, avec cette idée d'être Première ministre à la transition écologique, eh bien, n'ait toujours pas incarné cette idée de la transition, ni la matérialité, en fait, de ce qu'est ce programme politique. Tiens, un mot, ensuite on va parler de la rentrée des LR, mais Pascal Perrineau, un mot quand même de ces rencontres de Saint-Denis. Alors nous, on n'était pas à l'antenne la semaine dernière, donc on résiste quand même à l'envie de faire tous les thèmes qu'on n'a pas traités cet été. Il y en avait plein, mais ça, c'est quand même... Comment... C'est quoi? C'est de la com pure et simple? C'est trop tôt peut-être pour le dire. On attend de voir s'il y aura d'autres rendez-vous du même type. Il faut jamais insulter l'avenir, donc c'est trop tôt pour le dire. Voilà, si ça n'est que de la com, c'est assez dangereux. Hein, si c'est autre chose que de la com, c'est habile. C'est habile parce qu'on avait un président qui était en difficulté face au mouvement de contestation d'usure sur l'enjeu des retraites, qui avait un problème pour se remettre, j'allais dire, au premier plan de l'actualité, et qui, là, une fois de plus, a innové. Ce qui est assez surprenant avec ce président, c'est qu'il innove. Il est toujours, comme vous le disiez, à côté des institutions. Il tente de faire vivre cette démocratie participative à côté de la démocratie représentative. Et au fond, cette rencontre de Saint-Denis, c'est dans cette lignée-là qu'il faut la comprendre. Et tout de même, c'est une réussite, en tout cas dans un premier temps, parce que tout le monde y est allé. Personne n'a claqué la porte. Hein, ne serait-ce que pour ces deux raisons, c'est assez bien joué. Oui. Et le fait que le président du Rassemblement national soit présent, Mathieu Souquier, est-ce que c'est un cran supplémentaire, finalement, dans la normalisation de ce parti? Alors, c'est sûr qu'en plus, il y a eu quand même un mini-flottement avant que la réunion se tienne, puisqu'on n'était pas sûr de savoir qui allait y participer. On ne savait plus très bien qui participer ou pas à l'arc républicain. Alors oui, c'est sûr qu'il y a un effet de normalisation supplémentaire s'agissant de l'extrême droite, c'est incontestable. En plus, dans les petits commentaires qui ont été faits de la réunion, on a expliqué que Jordan Bardella avait été un de ceux qui avait le mieux préparé la réunion, c'est incontestable. Pour rebondir sur ce que disait Pascal Perrineau, effectivement, tout le monde est venu. Tout le monde est resté, personne n'a claqué la porte, et je dirais même que, alors que les représentants de la NUPES avaient dit qu'ils ne participeraient pas au dîner, ils se sont fait coincer, puisque on sait que la réunion s'est éternisée. Globalement, manifestement, sur les sujets de politique internationale, quand même, il y a eu une sorte de consensus, ou en tout cas, ce sont les éléments de langage que l'Élysée a utilisés derrière, en disant que sur l'international, il n'y a pas eu de contestation en fait, de la ligne de la France, c'est déjà pas rien. Et je dirais qu'il y a un cran supplémentaire, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais Emmanuel Macron, manifestement, a proposé que cette initiative se renouvelle, et les uns et les autres ont dit il est possible qu'on revienne. En tout cas, personne n'a dit c'était du vent, c'était de la com, pas question de s'associer à ça. Et dernière dimension, effectivement, non seulement ça lui permet en innovant de se remettre un peu au centre du jeu et même d'être un peu en avance de phase alors que depuis un an il était cornérisé et plutôt en retard, c'est pas rien. Et la seule chose un tout petit peu concrète qui ressort de cette conférence, pas grand chose au bout de 12 heures, mais quand même un mini truc, c'est la conférence sociale. Or on attendait quand même Emmanuel Macron plutôt, s'il y avait une proposition concrète, d'être sur quelque chose qui puisse être dealé avec les Républicains, avec la droite. En tout cas, on rentrait quand même dans la réunion avec ça. Or à la fin, la gauche se fait un peu coincer parce que c'est finalement la conférence sociale qui sort du chapeau. Oui, alors justement, la droite, on va en parler tout de suite avec vous, Mathieu, puisqu'on a décidé ensemble de se pencher sur la rentrée du parti LR. Comment les Républicains abordent-ils ce mois de septembre? En demi-teinte.
côté pile, le parti a plutôt réussi à panser ses plaies. Enfin, disons que les divisions affichées au grand jour au moment de la réforme des retraites sont derrière. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on verra si ça recraque. Et le parti Les Républicains a fait sa rentrée au Canet sous le signe d'une relative unité. La plupart des ténors étaient là, ils ont chanté du Sardou. Je suis pas sûr qu'ils avaient lu les paroles, parce que quand on voit terre brûlée des Landes de Pierre, vous savez, c'est le lac du Connemara, ça fait pas très champêtre. Et si vous y ajoutez des nuages qui viennent du nord, colorent la terre, des nuages noirs, ça sent au minimum l'orage. Enfin, je plaisante, mais pour l'instant, pas de coup de tonnerre ni d'éclair. C'est même plutôt le calme plat, comme le disait Gérard Larcher, le président du Sénat hier sur France Inter. Il faut d'abord rebâtir un projet, retrouver la confiance avec les Français, et puis le moment venu, il y aura à choisir un candidat. Autant dire que tout reste à faire. C'est compliqué. C'est pas gagné, parce que pour ce qui est du projet, d'abord parce que l'espace politique des Républicains se réduit comme peau de chagrin en cette rentrée. En choisissant d'incarner, de décliner l'axe des priorités sur le régalien, l'exécutif lui prend de l'oxygène. En menant une politique de droite, on fait mal à la droite, ça c'est classique, avec des symboles forts, comme l'interdiction de l'abaya par exemple. Et puis, encore, Marine Le Pen n'a pas encore fait sa rentrée. Donc quand elle viendra, la poutre continuera à travailler pour reprendre la formule d'Édouard Philippe. Pour ce qui est du futur candidat, parce que Gérard Larcher... Candidat LR à la présidentielle, voilà, c'est ça. Futur, alors là c'est tôt, c'est évidemment beaucoup trop tôt, sauf que en face, les manœuvres ont commencé et que du coup, il y a des secousses sismiques qui font bouger un petit peu les plaques. Il y a l'irruption quand même d'un Gérald Darmanin qui se revendique de l'héritage gaulliste pour parler aux classes populaires, forcément la droite va obligée de se positionner. Il y a la popularité d'Édouard Philippe qui se maintient. Tout ça prive d'oxygène le candidat naturel, Laurent Wauquiez, qui lui reste perché à 1753 mètres d'altitude sur son mont Mézinc. En fait, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes joue la stratégie du silence pour se faire désirer. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne parvient jusqu'à se faire oublier. Et il y a un sondage paru dans le Parisien hier qui montrait qu'il était relégué très loin derrière les concurrents de la majorité. Et d'ailleurs, on va le commenter en détail, ce sondage, tout à l'heure. Est-ce que les LR peuvent se relancer? Et si oui, comment? Oui, alors il y a 3 enjeux pour eux en cette rentrée. Il y a les sénatoriales. D'abord, qui devrait a priori leur bénéficier et leur permettre de conserver ce village gaulois au Palais du Luxembourg où ils peuvent en tout cas peser sur les choix de la majorité. Il y a un autre texte, un texte pour le coup, c'est la loi immigration qui se profile, qui ne pourra pas se faire sans eux et pour laquelle ils entendent bien pour le coup profiter de leur position de force. Avant même que les négociations en bonne et due forme ont commencé, on sent même que la majorité est déjà prête à lâcher du lest, notamment vous savez sur l'aspect régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Et puis enfin, troisième élément qui pourrait jouer en leur faveur ou pas, c'est le vote des lois de finances qui va servir au fond d'heure de vérité. Elisabeth Borne a déjà annoncé des 49.3 en cascade. On sait qu'il en faut une bonne dizaine pour faire valider les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ça va être autant d'occasions pour les Républicains de voir s'ils sont capables de déposer une motion de censure, parce qu'on sait qu'eux seuls peuvent rassembler autour d'une motion de censure à l'Assemblée pour faire chuter évidemment le gouvernement. Alors certains chez les Républicains ont déjà le doigt sur la gâchette, mais oseront-ils seulement tirer? Effectivement, Anne-Charline Bézina, je rebondis sur cette dernière question de Mathieu. Motion de censure LR à l'occasion des votes des lois de finances. Est-ce que vous y croyez? Quelles seraient les conséquences? Il y a toujours un effet domino dans ce cas-là. La motion de censure, elle a une conséquence directe qui est le fait de démettre le gouvernement en place. Alors avec le risque aussi que la seule motion de censure ayant abouti sous la Ve République étant celle de 62, que le président renomme le même Premier ministre, affront qu'avait fait le général de Gaulle à l'Assemblée nationale en renommant Georges Pompidou. On peut dire que la configuration politique actuelle ne conduirait sûrement pas le président Macron à faire cela, mais... Le risque de la motion de censure, c'est d'être dans une position de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire le renversement plus que la discussion, la négociation, etc. Et on s'est rendu compte avec la réforme des retraites, d'ailleurs, que c'était le champ lexical qu'avait choisi le gouvernement en proposant le dialogue et en cornérisant un petit peu les oppositions en disant mais vous voyez, vous n'avez pas su faire autre chose que de proposer le chaos, etc. Et c'est vrai que la motion de censure telle qu'elle existe en France n'est pas une motion de censure à l'allemande où vous devez prononcer et proposer un nouveau gouvernement. Vous ne faites que d'émettre. Donc c'est pas forcément une attitude qui va dans le sens de redorer le parti Les Républicains, en tout cas parti Les Républicains qui se voudrait défenseur d'un projet cohérent, parce que être dans la démission de ce gouvernement, c'est aussi savoir proposer autre chose. Et là, on se demande un petit peu quel sera le fameux programme. Alors, néanmoins, les lois de finances, il ne faut pas oublier que c'est vraiment le moment où on compte les siens. Donc peut-être que le groupe Les Républicains a ici un enjeu d'identité à jouer
est-ce qu'il compose la majorité élargie ou est-ce qu'au contraire, il est véritablement dans l'opposition? Il faut savoir que l'année dernière, les LR étaient plutôt, au contraire, dans les textes financiers, alliés de la majorité et que leur discours est plutôt un discours d'austérité. Donc le texte budgétaire n'est pas tellement un endroit, un moment de la vie parlementaire que les LR ont envie d'afficher comme étant un moment où ils vont s'opposer. Mathieu Souquier, est-ce qu'il y a plus de risques potentiels pour les LR que d'avantages à déposer une éventuelle motion de censure? Leur fragilité ne vient pas de nulle part en réalité, et les hésitations ne viennent pas de nulle part. La droite est aujourd'hui à peu près dans la même situation que la gauche il y a 5 ans, 1 an après la première élection d'Emmanuel Macron. Elle s'est fait siphonner l'année dernière à l'occasion de la présidentielle, totalement siphonnée. Sur le plan des idées, on voit bien aussi que le contexte ne lui est plus favorable. En 2012, par exemple, le désendettement public était une des premières préoccupations des Français. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de dette. Alors pendant très longtemps, le programme de la droite, c'était moins d'impôts, moins d'État. On a redécouvert l'interventionnisme public. Et ce que demande aujourd'hui l'opinion globalement, c'est qu'on restaure un grand service public auquel on est très attaché et qu'on a laissé s'abîmer. Donc l'hôpital, donc l'école, donc la police, donc la justice. Et ça, la droite, on a du mal à voir quel est un discours là-dessus. Et même la planification écologique ou la transition environnementale, on voit que de tous les grands partis, et même encore plus que l'extrême droite, elle est loin du ballon là-dessus. Donc elle a un vrai problème sur le fond en termes de positionnement. Et puis il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire que la droite, en réalité, elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir et les espoirs politiques demain quant à l'héritage du macronisme, ce sont Bruno Le Maire, ce sont Édouard Philippe, ça on y reviendra avec le sondage tout à l'heure, Mathieu. Okay. Juste une chose sur la motion de censure. Emmanuel Macron avait prévenu à l'automne dernier, en 2022, si la motion de censure est adoptée, il y aura dissolution. Oui, donc c'est pour ça que je parlais des risques politiques. Voilà, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, parce qu'au-delà de la mauvaise image que ça pourrait donner ou des contradictions qui pourraient apparaître au grand jour en faisant chuter le gouvernement sur un texte financier ou budgétaire, il y a surtout le risque de repasser dans les urnes, et là, est-ce que les électeurs se tourneraient? Au fond, reste difficile à justifier, comme au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire comment s'opposer à une réforme qu'on avait globalement portée au moment de l'élection présidentielle. Alors, vous citiez tout à l'heure, Mathieu, le président du Sénat, Gérard Larcher, dans son interview sur France Inter hier. Il faut d'abord rebâtir un projet. Pascal Perrineau, quand j'entends ça... Bon, ça fait quand même 1 an qu'il y a eu le fiasco de la présidentielle. Est-ce que à quel point le parti a travaillé sur les idées ou pas, d'ailleurs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et en plus, ça, ils ne sont pas d'accord. On l'a bien vu au moment de la réforme de l'âge de la retraite. Ils ne sont pas d'accord. Et ce n'est pas le seul sujet sur lequel il n'y a pas d'accord. Donc ça montre l'ampleur de la reconstruction d'un projet. Mais surtout, sur cette affaire d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité du gouvernement, LR, s'il allait jusque-là, jouerait très gros. Pourquoi? Parce que LR, c'est l'image d'une droite de gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a une droite de protestation très claire avec le Rassemblement national. Il y a une droite au pouvoir. Horizon, toute une partie de Renaissance, etc. Voilà, ils sont au pouvoir. Eux, il faut qu'ils jouent, j'allais dire, une troisième option. C'est la droite de gouvernement qui pourrait se présenter comme une alternative. Et pour cela, en effet, il faudrait un projet, à défaut de programme, au moins quelques axes sur lesquels ce parti extrêmement divers, en fait, arriverait à se mettre d'accord. Il faudrait un homme, et on voit qu'il n'y a pas d'homme. Pour l'instant, il y en a plusieurs, et c'est tout de même un parti dans lequel le culte du chef est important. Il faudra bien un moment que les Républicains se mettent d'accord sur le chef qui doit chefer, comme disait Jacques Chirac. Ouais. Et puis, il faut un mode d'organisation. On voit bien que, au fond, le parti assez traditionnel qui est resté les Républicains n'est plus tout à fait adapté aux enjeux de l'heure. Donc, ça fait beaucoup de chantiers en même temps, 3. Oui, alors je vous ai interrompu tout à l'heure, Mathieu Souquier, quand vous disiez que les Français ont plutôt cherché en dehors du parti LR des chefs naturels, on va dire ça comme ça, de la droite et du centre. Effectivement, c'est le sens du sondage publié par nos confrères du Parisien, sondage Opinionway pour le Parisien aujourd'hui en France, dévoilé ce week-end. Alors, on a choisi il y a eu plusieurs questions, mais ces personnalités seraient-elles à même de rassembler la droite et le centre pour la présidentielle? D'abord, question posée à l'ensemble des Français. On a Édouard Philippe qui arrive largement en tête, 42%, et ensuite, effectivement, 2 ministres d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire à 27%, Gérald Darmanin à 22%, viennent ensuite Xavier Bertrand, puis seulement Laurent Wauquiez. Et alors, si on regarde les résultats auprès des sympathisants de droite, alors on va peut-être les voir s'afficher. On a un Édouard Philippe qui est
évidemment plus haut, mais qui maintient un écart, 66%, droite et du centre, Xavier Bertrand 54%, Bruno Le Maire 53%, Laurent Wauquiez 50% et Gérald Darmanin seulement à 44%. Quelles leçons vous tirez? Je vous posais un peu la même question aux uns et aux autres de ce sondage. Je commence avec vous, Mathieu Souquier. Il y a une génération de leaders de droite qui a disparu. On ne l'avait pas vu venir, mais les Fillon, les Sarkozy, les Juppé, etc. sont sortis du jeu. La relève n'avait pas été préparée, ou plus exactement, une partie de la relève se trouve aux affaires. On pourrait ajouter Jean Castex. Ils sont là en réalité. Et ils appliquent une politique de droite. Les deux autres qu'on voit, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ont fait de manifestes contre-performances à la primaire de leur parti ou à l'élection présidentielle. Donc la question de la relève, elle est posée. Celui, évidemment, dont on cause beaucoup, c'est Laurent Wauquiez. C'est Laurent Wauquiez parce qu'il est le seul à être resté, effectivement, chez les Républicains, et très prudemment, il ne s'affiche plus, en réalité, depuis qu'il aurait vocation à le faire. Il n'a pas pris le parti, il n'a pas cherché à prendre le parti, et il ne prend position sur aucun sujet, y compris pas la réforme des retraites. Ouais. Voilà. À ce stade, on ne peut pas dire que ça paye. Il y a une autre dimension quand même, qui est celle, effectivement, que ce soit Laurent Wauquiez ou quelqu'un d'autre qui l'incarne, de savoir ce qu'on incarne. Et là, pour le coup, je fais référence à celui qui fut le leader incontesté de la droite pendant très longtemps, Nicolas Sarkozy, qui est sorti du bois avec son livre ces derniers temps. Et j'ai été assez frappé par la quasi-totalité des déclarations qu'il a faites, sur l'Ukraine, évidemment, et sur la Russie, où on l'a beaucoup critiqué, sur le JDD, qui est un journal de centre-droit, et ça ne pose pas de problème, mais plus encore, je dirais, sur la nécessité qu'il a exprimée, en fait, de trouver quelqu'un qui, à droite, permette de faire la synthèse entre Emmanuel Macron, LR et Éric Zemmour. Et la façon dont Nicolas Sarkozy lui-même a posé cette équation me paraît quand même extrêmement questionnante. Comment imaginer que le prochain leader de la droite soit celui qui soit amené à faire la synthèse d'Emmanuel Macron jusqu'à Éric Zemmour, dont on a quand même compris qu'ils incarnaient deux projets politiques radicalement différents. Donc, que le leader de la droite, que l'ancien leader de la droite... Donc ça veut dire que vous nous dites que la droite zemmouriste, elle est forcément ancrée à l'extrême droite. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une très grande confusion, voire même un délitement, auquel Nicolas Sarkozy me semble lui-même en réalité contribuer. Quand on dit quelque chose comme ça, derrière quand même, il me semble qu'il y a une très grande confusion. Et ça pose la question non seulement de l'incarnation, mais de la ligne politique, que ce soit Laurent Wauquiez ou un autre. La question qui sera posée à la droite dans quelques années, c'est de savoir s'il y a une alliance au centre avec les héritiers du macronisme, ou s'il y a une union à droite avec ceux qui se revendiquent du Rassemblement national ou de Reconquête. Ça, c'est une vraie question qui reste ouverte. Anne-Charlène Bézina, on parle de Laurent Wauquiez. Est-ce que ce sondage peut l'inciter à parler plus, d'une certaine façon ? C'est une grande question parce qu'on constate en réalité que les candidats s'adaptent désormais à un nouveau temps politique qui est très intéressant à analyser et qui consiste à ne sortir qu'au dernier moment, sous peine d'avoir... On est à 4 ans de la présidentielle et on est déjà en train de le commenter. On est déjà en train de le commenter, mais rappelez-vous les temps anciens. Ça, c'est le second mandat qui veut ça aussi. Voilà, on avait des politiques qui étaient, je ne sais pas, prenons Jacques Chirac, François Mitterrand, qui étaient en campagne permanente, qui étaient vraiment tout le temps audibles, entendus, etc. Aujourd'hui, on a le sentiment que finalement tout se joue à la dernière minute. Alors ça n'est pas faux, l'opinion est très volatile, surtout en France, et maintenant, voilà, les campagnes s'adaptent à ces nouveaux mouvements de l'opinion, c'est-à-dire on ne sort qu'au dernier moment, on l'a vu avec la candidature d'Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle. Est-ce que pour autant la stratégie est payante ? Objectivement non, et en plus la question... Oui, mais est-ce que c'est pas trop tôt pour le dire ? Alors, là on juge la stratégie de Laurent Wauquiez, encore une fois, c'est dans 4 ans. Je pense qu'il y a encore une nuance entre être candidat et occuper l'espace public, parce que la vraie question c'est finalement, on a parlé d'une génération qui s'est éteinte, mais on ne parle pas de l'héritage. De qui va se réclamer le nouveau leader des LR et de quelle frange, finalement, va-t-il émaner ? Parce qu'on voit bien ici qu'on a plusieurs noms qui, finalement, correspondent à des projets tout à fait différents à chaque fois. Donc, si Laurent Wauquiez veut vraiment rassembler, ou au contraire, peut-être qu'il y va, ou trouver un champ, il serait temps peut-être qu'il marque son identité, qu'on le sache de qui il se réclame et où il veut aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette idée de ne pas forcément être candidat peut payer, mais l'idée de disparaître complètement des radars me semble un petit peu dangereuse. Mathieu ? Moi, je pense que tous les candidats qui pensent que l'élection doit leur revenir perdent. Une élection, ça va se chercher avec les dents, comme disait l'autre, comme la croissance autrefois. Et donc, oui, certains se déclarent au dernier moment, mais en gros, vous prenez les 3 arrivés en tête lors de la dernière élection présidentielle, c'est des gens dont il n'était pas mystère qu'ils étaient candidats, que ce soit Marine Le Pen,
que ce soit Emmanuel Macron pour sa succession, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Et à l'élection d'avant, même topo. L'idée d'attendre au dernier moment en disant je serai le mieux placé et on viendra me chercher, ça ne marche pas. C'est d'ailleurs, à mon avis, un des dangers qui guette Édouard Philippe aussi. Parce qu'au-delà d'occuper l'espace médiatique, il faut raconter, il faut proposer. Et on ne peut pas arriver comme ça au dernier moment, un retour dans l'atmosphère où on dit ah ben tiens, au fait, j'ai 3-4 idées. Même ses amis le poussent, Laurent Wauquiez, à réagir. Parce que ce qu'a fait Gérald Darmanin à la rentrée, en essayant de se revendiquer du gaullisme pour parler aux classes populaires et en notamment un peu son refrain, prenant date, mais ça bouge tout le monde, ça bouge au sein de la majorité, ses concurrents directs, mais ça bouge aussi à droite. Ils vont être obligés à un moment de se dire, ben voilà, nous aussi on a des choses à raconter. Or, pour l'instant, on ne les entend plus, comme s'ils n'avaient rien à dire. Oui, parce qu'effectivement, il y a une ambition affichée par Gérald Darmanin, mais il y a aussi un positionnement politique, on peut dire ça comme ça. La question, c'est qui incarne quel courant de cette droite de gouvernement ? C'est ça. Le problème essentiel, c'est la notion de courant. Oui. Parce que là, on joue, en effet, il faut le faire, avec des individus plus ou moins présents dans l'espace médiatique. Mais de quoi sont-ils l'expression ? De quoi sont-ils le nom ? Or, il y a sur la longue période, si vous voulez, des grands courants de la droite. La droite n'est pas une unité, la droite est plurielle. On l'a toujours constaté depuis de très longues décennies. Et il y a une droite réactionnaire qui a toujours existé, au fond, que Éric Zemmour représente assez bien dans les thématiques qu'il avance. Il y a une droite plus des régions, une droite plus notabilière, ce qu'on qualifiait jadis de droite orléaniste, que tel ou tel candidat peut prétendre représenter. Giscard d'Estaing l'avait bien incarné d'une certaine manière. Et puis, il y a une droite qui a la tripe plus nationale et populaire, que le général de Gaulle représentait très bien, qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin tente d'occuper. Et au fond, quand on se pose le problème, moi ce qui me frappe toujours, c'est que les Républicains ont des candidats, quand on regarde cette enquête, qui ne sont pas en général au parti Les Républicains. Ça pose un léger problème. C'est vrai. Ça pose vraiment un gros problème. Et pour celui qui est véritablement républicain, Laurent Wauquiez, à quelle droite appartient-il ? On serait bien en peine de l'affecter à, par exemple, un des 3 courants que je viens de mentionner. Ouais. Alors, on va continuer de parler à la fois d'Emmanuel Macron et de la droite en s'intéressant maintenant, et ça va être la chronique de Steve Jourdain, à l'un des leviers institutionnels pour le... Alors là, dans le nouveau décor, je me lève. Dans l'événement dingue, voilà. Je me lève, je fais quelques pas et Steve Jourdain me rejoint. Bonsoir, très beau Steve. Chez vous. Mais merci, c'est chez vous. C'est chez nous, évidemment. Et un grand merci, d'ailleurs, à toutes les équipes de Public Sénat qui fait un boulot de dingue pour nous offrir ce nouveau décor en cette rentrée. Bravo à toutes et à tous. Alors, le référendum, c'est quoi ? L'une des stars de cette rentrée politique ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait une rentrée en fanfare. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a allumé le feu. C'était fin août. Le chef de l'État a accordé une interview à nos confrères du Point. On y lit la chose suivante, Thomas. Je pense, compte tenu du moment que nous vivons, qu'une initiative politique est indispensable. Le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées. Je compte bien y avoir recours. Depuis cette interview, Emmanuel Macron, vous en parliez tout à l'heure, a réuni les chefs de parti. C'était à Saint-Denis, c'était la semaine dernière. Alors là, on s'est rendu compte que tout le monde voulait son référendum. La gauche veut un référendum sur les retraites, la droite et l'extrême droite sur l'immigration. Pour le moment, aucun engagement n'a été pris du côté d'Emmanuel Macron. Ce qui est acté, c'est une nouvelle invitation en direction des oppositions sur un format identique à celui organisé à Saint-Denis, Thomas. Alors, est-ce que c'est légalement possible d'organiser de tels référendums ? Alors, je parle sur le contrôle de nos invités. Je lui redonnerai la parole tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. 2 moyens sont prévus actuellement par la Constitution pour organiser un référendum. Il faut se reporter à l'article 11 et à l'article 89. L'article 11 prévoit une consultation des Français portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur les sujets économiques et sociaux, mais tout ce qui concerne le droit civil ou le droit pénal ne peut pas figurer dans un tel scrutin. La Constitution l'interdit. L'article 89 permet quant à lui de modifier cette Constitution à condition qu'un texte soit adopté dans les mêmes termes par les 2 assemblées et que ce texte soit ensuite validé par les Français. Alors si je résume, si Emmanuel Macron veut organiser un référendum au hasard sur l'immigration, ça passera par une révision de la Constitution. Oui, il faut élargir le champ de l'article 11, un chiffre, un seul, Thomas. Depuis la création de la Ve République, il y a eu 9 référendums au total. 8 d'entre eux sont passés par la voie de cet article 11, mais jamais aucun référendum n'a porté sur une question économique ou sociale. Si Emmanuel Macron, au hasard, ou la droite, souhaite que les Français tranchent sur de nouveaux sujets, par exemple sur le dossier de l'immigration, il va falloir bâtir un large consensus politique, surtout si l'on veut modifier
modifier ce fameux article 11. Au regard du contexte politique actuel, ça ne va pas être très simple. Évidemment, ça va prendre du temps. Merci beaucoup. Merci Thomas d'être venu inaugurer ce nouveau poste de chroniqueur sur le plateau de Sens Public. Anne-Charline Bézina, je me tourne vers vous parce qu'effectivement, est-ce que c'est le meilleur moment politique pour se lancer dans une révision de la Constitution ? La réponse est non, évidemment non, puisque la révision de la Constitution pour modifier l'article 11, elle est techniquement tout à fait réalisable. Il vous suffit d'ajouter un petit alinéa avec certaines politiques que vous voulez voir discutées par le peuple, mais c'est politiquement très difficile à faire passer, notamment parce qu'il ne faut pas oublier que le référendum est quand même une concurrence de la démocratie représentative. Et donc vous devez faire avaliser par le Parlement l'idée que vous allez le contourner dans plusieurs processus de décision. Donc c'est parfois un petit peu difficile à installer. Et puis, rappelons-le, le contexte de majorité relative d'Emmanuel Macron qui lui oblige finalement, lorsqu'on passe par une révision dite du Congrès, c'est-à-dire où tous les membres des deux assemblées doivent être présents, eh bien à aller chercher l'accord élargi aux 3/5 des membres de ces deux assemblées. Donc ça fait beaucoup et autant dire que la révision de la Constitution, ça n'est pas quelque chose qui est très facile à faire passer comme prioritaire, alors que l'opinion est plutôt sensible aux questions de pouvoir d'achat, à l'international. Et donc cette réforme institutionnelle, elle peut paraître un petit peu anachronique. Oui, alors il y a effectivement une pression continue du parti LR sur le thème de l'immigration, avec ou sans référendum. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher, donc toujours sur France Inter. Il rappelait qu'un texte a déjà été travaillé, on va dire, par les sénateurs. Je reprends l'interview assez longue à votre confrère Le Point du chef de l'État. Oui. 14 pages. Et il a dit, concernant l'immigration, la situation n'est plus tenable. Et donc, quand une situation n'est plus tenable, eh bien, il faut la régler. Et il faut la régler, et nous avons déjà un texte qui a été déposé. Mais c'est pas ce qu'il a dit sur ça, par contre, le président Macron, vous l'avez lu aussi, il dit on va reprendre le texte que nous avons écrit sur l'immigration. Nous avons déjà un texte. Alors vous êtes d'accord ou pas sur ça? De retravailler à partir du texte gouvernemental et pas vos textes à vous? D'être retravaillé, mais ce texte il est à la commission des lois, et il a terminé son examen, son premier examen. Mathieu Souquier, alors il y a ce texte travaillé au Sénat, il y a aussi celui qui avait été proposé, on s'en souvient, par les deux ministres, à la fois Gérald Darmanin et le ministre du Travail, enfin, qui incarnait l'équilibre du gouvernement, sauf qu'on se rend compte que c'est devenu un piège pour le gouvernement entre son aile gauche et son aile droite, en quelque sorte. Est-ce que vous diriez ça? Oui, mais alors la proposition de référendum sur l'immigration, en fait, tient-elle à un coup politique ou à une volonté sincère et profonde de tenter de résorber, de contribuer à résorber la crise démocratique? C'est ça le sujet. Si les LR constituent un parti de gouvernement responsable, je crains qu'ils ne fassent fausse route en essayant d'instrumentaliser la question de l'immigration à cette fin. Il y a une forme de paradoxe ou même d'hypocrisie française. On a cette espèce de culture bonapartiste, de mythe du chef et de lien direct avec le peuple. Et en même temps, comme le rappelait votre sujet tout à l'heure, même s'il y a eu 9 référendums depuis le début de la Ve République, le dernier remonte à quoi, 2005, ça va faire quasiment 20 ans en fait qu'on n'a pas donné la parole au peuple sous forme de référendum. Alors pourtant quand même, le contexte a changé. S'il y a précisément comme élément de diagnostic une crise démocratique très profonde, une crise de défiance, le fait quand même de donner la parole au peuple, et à intervalles très réguliers, avoir cette espèce de purge démocratique devrait être bien davantage utilisé, et au plan national, et encore plus au plan local. Mais deuxième dimension, s'il y a et la crise démocratique et par ailleurs une société archipélisée ou fracturée, il faut aussi choisir des sujets qui nous permettent de gagner et en cohésion et en maturité collective. Si le premier sujet qu'on inscrit à l'ordre du jour, c'est le sujet le plus clivant du moment, à savoir l'immigration, je pense que précisément, on amplifie les problèmes au lieu de contribuer à les résorber. Votre avis là-dessus, Pascal Perrineau, et peut-être, on va boucler ce chapitre référendum, ce mot-là, préférendum, qui avait été sorti du chapeau par Olivier Véran, un peu, je crois, rapidement, si l'on en croit les participants des rencontres de Saint-Denis, les chefs de parti enterrés par le président de la République. Votre avis sur ces deux thèmes? Il faut être sérieux, et là-dessus, il ne faut pas jouer avec encore une nouvelle initiative dont on ne voit pas très bien, et même apparemment, le président de la République ne voyait pas très bien les limites de ce que lui proposait Olivier Véran. Mais un préférendum, ça voulait dire plusieurs questions posées en même temps, ce qui évite le côté plébiscite pour ou contre le président, etc. Oui, mais là, à la limite, je vais vous dire, crûment, les sondages font très bien leur travail s'il s'agit de faire ça. Vous voyez, on pourrait proposer un échantillon représentatif massif de
de la population française, par le biais du sondage, de faire ce travail que le préférendum voudrait faire. Non. Et sur le côté clivant d'un... Oui, il faut faire très attention. Le référendum, ça peut être le meilleur comme le pire des instruments. Ça peut dégénérer en effet en plébiscite ou en contre-plébiscite. Et puis ça peut, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens, je pense en particulier à nos voisins suisses, être une occasion d'un débat qui parfois est un débat qui prend les gens par le haut. Hein. Quand j'étais professeur à Genève, j'ai assisté comme ça à plusieurs votations, disent nos voisins suisses, et je vous assure que ça ne manquait pas d'allure. Hein, le débat démocratique en Suisse autour de certaines votations. Et souvenons-nous, par exemple, en 1992, le référendum sur le traité de Maastricht, ça ne manquait pas d'allure. La qualité du débat, à gauche, à droite, souvenons-nous du grand débat entre le président de la République, François Mitterrand, et Philippe Séguin, tout ça ne manquait pas d'allure. Et d'ailleurs, les électeurs ont répondu, et ont répondu massivement par le taux d'administration, mais le taux de participation. Même chose d'ailleurs en 2005. Alors simplement, là, le peuple a dit non, donc tout le monde est saisi de tétanie, et donc il ne faut pas se tromper dans le premier sujet que l'on mettra au référendum. Un tout dernier mot là-dessus, Anne-Charlène. Ensuite, on reparle de la communication d'Emmanuel Macron. Peut-être un mot sur l'élargissement du champ du référendum. On nous parle peut-être des questions sociales, du droit civil, du droit pénal. Ça n'est pas anodin qu'au moment de 58, ces champs-là aient été exclus du référendum. Et c'est pour de bonnes raisons, qui sont notamment celles, justement, du caractère clivant et du caractère dangereux aussi d'avoir dans le débat public des débats. On nous en a parlé il y a quelques mois seulement, à propos de l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, où le gouvernement lui-même a adhéré à la position officielle de la PPL, qui consistait à dire on aimerait éviter le référendum sur cette question parce que ça va retendre un petit peu l'opinion. Donc je crois qu'avant d'élargir la liste des questions référendaires, il faut réfléchir à cela. Est-ce que le peuple est vraiment prêt à tout voter et est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un débat sur tout? Allez, un tout dernier mot. On a commencé par les initiatives d'Emmanuel Macron. C'est un peu le fil rouge de notre débat. Et bien justement, cette fin d'après-midi de lundi, il avait choisi de répondre à l'un de nos confrères, Hugo Travers, sur TikTok et YouTube pour s'adresser à la jeunesse. D'ailleurs, le premier thème dont il a parlé, c'est la santé mentale des jeunes. Un court extrait. Plus on a des jeunes qui ne tombent pas dans des formes aiguës et ne se retrouvent pas dans les urgences psychiatriques, plus on développe des maisons des adolescents qui permettent justement pour les jeunes ou leurs familles qui commencent à avoir des troubles d'être accompagnés, plus on évite ça. Mais il n'y a pas de solution miracle pour avoir d'un seul coup plusieurs milliers de psychiatres en plus dans notre pays, parce qu'il faut les former. Mathieu Souquier, c'est Emmanuel Macron qui cherche à parler aux jeunes. C'est pas nouveau, il l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs, déjà en utilisant certains de ses réseaux sociaux. On est dans une séquence avec la rentrée, avec c'est cette logique de communication politique que vous voyez derrière ? Oui, très classiquement, mais d'ailleurs, je trouve qu'il faut, se réjouir que le président cherche à parler aux jeunes. C'est assurément un bon vecteur. C'est une émission de qualité avec un jeune journaliste de qualité. Et par ailleurs, le sujet qu'il évoquait à l'instant est en fait un sujet majeur. C'est-à-dire que là, pour le coup, toutes les statistiques clignotent en rouge s'agissant de la santé, de l'état de santé mentale des jeunes, du pays globalement et des jeunes en particulier. Donc précisément, alors malheureusement, il répond en disant qu'on ne sait pas sortir des psychiatres du chapeau comme ça. Pourtant, en réalité, il faudrait que la France, comme d'autres pays, mais la France en particulier, lance un vaste plan en la matière. Pascal Perrineau, l'enjeu d'Emmanuel Macron, c'était déjà l'enjeu de sa première année de second quinquennat, mais c'est toutes les initiatives dont on parle, c'est ça. C'est de ne pas s'enfermer dans une impasse pour 4 ans. C'est vraiment ce à quoi on assiste là. Voilà, et c'est un problème qui le menace. C'est pour ça qu'il disait, d'ailleurs, vous savez, cette remarque qui est un peu surpris, limiter à 2 mandats les mandats présidentiels, voilà, c'est une bêtise. Hein, il l'a pas dit. Voilà, une funeste connerie. Voilà, disons les mots comme ils sont. Voilà, c'est une grosse bêtise. Hein, donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand, en effet, on est dans son 2e mandat, eh bien voilà, on a un mal fou à peser. Et c'est pas simplement la majorité relative. Alors, bien sûr, quand on a la majorité relative, ça devient encore plus difficile, mais ça devient très compliqué d'exister. Et là, au fond, il a choisi d'exister un peu par des thèmes qui lui avaient été favorables en 2017, c'est-à-dire l'image de la jeunesse, l'image de l'éducation, etc. Et c'est ce qu'il remet à l'agenda. Au-delà de la com, essayons de voir s'il y a quelque chose véritablement d'important qui se met en place. On suivra ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Merci à tous. C'est votre rentrée à l'université aussi ?
aussi à tous les deux. Là, vous préparez ça pour demain. Demain. Ben voilà, tout le monde fait sa rentrée, donc c'est un vrai plaisir. Merci encore d'être venu inaugurer ce nouveau décor de Sens Publique. C'était un grand plaisir.